Je suis le roi de la clarinette et... Radio Clarinette. Bonjour Olivier. Salut. Merci d'accepter de participer à Radio Clarinette. Ça s'est fait un peu grand spontanément. Ouais. On est au Danemark, c'est la fin du concours Carl Nielsen à Odense, juste à côté de Copenhague. On s'est rencontrés il y a une petite semaine, et on a échangé sur différents sujets, et on s'est dit tiens, si on faisait une petite interview, donc c'est plutôt chouette. Moi je suis très content. Ce que je te disais avant, c'est que je te connais plutôt peu, même très peu, musicalement plutôt pas mal, avec des enregistrements ou suivre des belles vidéos que tu postes régulièrement sur les réseaux sociaux de ton travail à l'orchestre. De temps en temps, ouais. Voilà, qui est plutôt très agréable, mais en tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer, et je pense qu'à la fin de cette interview, on va tous en savoir un peu plus sur toi. Je vais arrêter de parler et te poser des questions maintenant. Je commence souvent comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, s'il te plaît? Oui, alors, je suis originaire de Lille. Voilà, j'ai grandi dans un petit village à côté de Lille, à 10 km à la campagne. Qui s'appelle Lomprey. Il y a du monde du Nord qui regarde les vidéos. Ouais, Lomprey. Alors, je ne sais pas si grand monde connaîtra, mais bon, à côté de Lille, là, tout le monde visualise. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire Où est-ce que alors, ma deuxième question, après d'où tu viens, c'est comment on en arrive à faire de la clarinette? Qu'est-ce qui a fait que tu joues de la clarinette? Déjà, au tout début, à Lomprey, comment tu as découvert cet instrument, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Il y a un tout petit cheminement, c'est que mes parents envisageaient la musique pour nous de manière éducative, c'est-à-dire que quand on est jeune, on fait un peu de sport et un peu de musique, et voilà, pour se développer. Et voilà. Ça t'a bien développé apparemment, on va en parler après, c'est un bon choix. J'ai joué pas mal au tennis quand j'étais jeune, et voilà, j'adorais ça. Et puis à côté de ça, j'ai deux sœurs, et une sœur avec qui on est très proche en âge, seulement 1 an et demi d'écart. Et qui s'appelle Sophie. Voilà, et qui était ici aussi voilà, pour accompagner le concours. Donc elle est devenue pianiste. On a commencé donc par le piano, tous les deux en même temps. À l'époque, Sophie avait 4 ans et demi, ne savait pas lire du tout, donc elle a appris à lire la musique avant de lire plus traditionnellement. Non. Et puis moi, j'avais 6 ans à l'époque, et puis on a commencé comme ça, des cours particuliers par quelqu'un qu'on nous avait recommandé. Et puis au début, c'est drôle, c'est intéressant, c'est nouveau, donc tout se passe bien. Et puis après 2 ans de cours particuliers, on a essayé de rentrer tous les deux au conservatoire de Lille. Ouais. Et donc il y a eu d'abord un examen de solfège pour voir si on pouvait intégrer le conservatoire, pour lequel on a été admis tous les deux. Et puis après l'entrée en classe de piano. Et Sophie est rentrée et pas moi. Ah. Voilà. Et donc là, j'ai dit à mes parents, c'est bon, la musique, vous avez compris, c'est pas pour moi, laissez-moi tranquille avec ça, voilà, c'est fini. Et puis là-dessus, mes parents ont répondu, non, t'es rentré en classe de solfège, donc tu vas faire du solfège, et puis on continue les cours particuliers de piano, et puis pendant ce temps-là, réfléchis à un autre instrument. Très bien. Et je pense que j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Je me souviens pas avoir réfléchi en fait, parce que pour moi il y avait une évidence. Donc mes parents, voilà, dans le cadre de l'éducation, nous ont poussé à faire de la musique, mais sont eux-mêmes mélomanes. Il y a toujours la radio classique allumée dans la cuisine ou dans la voiture. Depuis que t'es tout petit. Depuis qu'on est tout petit, donc on baigne dedans d'une façon très amateur, au sens noble du terme. Mais aussi très naturel. Très naturel, voilà. Et j'ai toujours été attiré par le son de la clarinette. Ça, depuis toujours. Il y avait quelque chose... Quand t'entendais à la radio les enregistrements, tu disais cet instrument, ça me plaît. Sans vraiment savoir ce que c'était ou quoi. Voilà, il y avait quelque chose, un lien assez fort. Et puis, donc, j'ai réussi à mettre des mots sur cet instrument, et j'ai dit, je voudrais faire de la clarinette. Et il se trouve que dans ma famille, il y avait, comme c'est un instrument assez populaire, il y avait une clarinette dans le fond d'un placard quelque Incroyable. part. Ouais. D'accord. Et donc, elle a été ressortie pour moi. Je pense que c'est un cousin qui avait ça. Et puis, donc voilà, j'ai découvert la clarinette. À l'époque, j'étais encore
tout jeune, j'avais 8 ou 9 ans. Et on est allé voir ensemble avec ma mère le prof de clarinette au conservatoire à Lille en me disant, ben voilà, Olivier est rentré dans la classe de solfège, donc il va intégrer le conservatoire, est-ce qu'il est possible de commencer la clarinette directement chez vous ou pas? Et donc j'ai fait la connaissance à ce moment-là de Florian Cadoré. Mmh. Et Florian a dit, la seule question qu'il a posée, il a dit, est-ce qu'il a ses dents définitives? Question habituelle pour un professeur de clarinette, mais voilà. Question importante. Voilà, et donc la réponse était oui. Il a dit, bon bah pas de problème, on commence. Et voilà, et c'était le début, et donc je me souviens, le premier cours, moi j'étais très timide, j'ai toujours été un peu distant, donc il m'a appris le bec, l'anche, souffler dans la clarinette. Le premier cours, jouer 1, 2, 3 notes, voilà, do, ré, mi. Et puis à la fin du cours, il m'a dit, bon bah avec ça, pour la semaine prochaine, tu me ramènes une mélodie ou une chanson. Dès le premier cours. Voilà, dès le premier cours. Et donc, voilà, il a eu cette intelligence de tout de suite de m'accrocher musicalement. Ouais. Et pas du tout de manière technique avec juste l'apprentissage de l'instrument, mais juste c'était dans un but musical déjà, dès le début. Et voilà, et à partir de là, c'était coup de foudre. Donc là, si on est suivi le parcours classique d'un musicien de conservatoire, tu as donc déroulé au conservatoire de Lille. Ouais, t'es resté déroulé si longtemps, on veut. Bon, je pense que j'étais... voilà, j'aimais ça, donc je prenais toujours beaucoup de plaisir à jouer de la clarinette, mais en même temps, j'étais pas non plus fanatique. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime travailler. C'est là que va arriver ma question d'après. C'est à quel moment il y a eu un déclic ou une idée? Est-ce que ça a été un déclic, ou est-ce que c'est une idée qui est née et qui a grandi de faire un métier, de tenter le CNSM de Paris? Tu as été dans la classe de Michel Arignon après, on va en parler juste ensuite. Mais à quel moment on se dit ça a l'air sympa comme métier et c'est peut-être pour moi? Ouais. Alors c'est très bizarre, c'est assez double parce que j'ai pendant très longtemps jamais connecté le fait de faire de la musique et qui me plaisait et qui était vraiment qui est devenu assez vite le central pour moi. Tu faisais toujours du tennis? Ouais, je faisais toujours un peu de tennis, mais après, au fur et à mesure, quand même... La clarinette et la musique. J'ai eu un parcours assez rapide au conservatoire à Lille. Je suis arrivé en fin d'études après 5 ans de clarinette. Voilà, donc ça a été vite. Et puis, et là, donc, il y a un premier grand examen, si on veut, pour avoir son DFE à l'époque. Hein. Ouais. Donc ça, je ne sais pas si ça parle à grand monde, mais à l'époque, il n'y avait pas de... Avant la médaille, avant le DEM, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc le degré fin d'études, c'est le DFE. Qui s'est appelé CFEM plus tard et qui a rechangé de nom il n'y a pas si longtemps. Mais tout le monde je connais même pas le dernier nom, là j'ai un trou de mémoire, mais on voit ce que c'est. Voilà, et donc tout s'était jusqu'à là très bien passé, et plutôt vite, et avec voilà, pas mal de facilité. Et arrivé au DFE, cet examen, un gros coup sur la tête. Je vais me souvenir toute ma vie. Philippe Cupper avait fait le déplacement pour être au jury et de l'examen, et puis j'obtiens pas mon DFE. Contre moi, gros coup sur la tête, et puis aussi autour de moi, les gens qui me côtoyaient, tout ça, tout le monde était très surpris. Ouais. Et puis Philippe, il dit, il y a quelque chose dans ton jeu qui va pas, si tu continues comme ça, tu vas être coincé très vite, techniquement, apparemment. Donc, comme j'aimais la clarinette et cette sonorité très spéciale de notre instrument, j'avais dès le début trouvé le moyen, alors pas forcément très catholique ou pas très académique apparemment, de former le son. Et je faisais ça apparemment pour chaque note, donc apparemment au niveau de ma gorge, on pouvait voir quelle note j'étais en train de jouer. Donc voilà, ça part d'une très bonne intention, forcément, parce qu'il y a toujours une idée musicale et un certain son que je recherchais, mais bon, j'avais développé tout ça dans un certain sens qui allait me causer problème par la suite, apparemment, et c'était le propos de Philippe. Et ce jour-là, j'ai été très, 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 très malheureux.
et je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est de là qu'est venu l'étincelle. Si je me dis c'est pas possible d'être si malheureux pour quelque chose, ça veut dire que vraiment, vraiment, vraiment j'y tiens. Ça compte pour moi. Là, tu as vraiment pris conscience d'à quel point ça comptait pour toi. Là, voilà. Et à côté de ça, donc j'ai des parents qui sont médecins tous les deux, et mon papa est médecin généraliste, et son cabinet était à la maison à l'époque, dans une partie de la maison, et il y avait à Lompré pas mal de musiciens de l'orchestre de Lille qui habitaient là, et donc mes parents avaient un cercle d'amis dont faisait partie le violoncelle solo de l'orchestre et quelques violonistes et autres. Donc on était accoutumés à côtoyer ce milieu-là et ces gens-là qui étaient assez proches, et puis de fil en aiguille, il y a plus de gens de l'orchestre qui sont venus consulter mon père pour les problèmes du quotidien. Et un jour arrive Christian Gossard. Et Christian, donc est clarinette solo à l'orchestre de Lille depuis très 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 longtemps, et toujours qui est toujours. Et Christian donc vient voir mon père, et puis c'était un après-midi, et j'étais en train de travailler ma clarinette. Voilà, il a dû tomber dans les 20 minutes. Les 20 minutes de la journée. Voilà. C'est bien, le hasard fait bien les choses. Voilà. Un bon concours de circonstances. Et puis donc Christian dit mais il y a quelqu'un qui joue la clarinette ici. Et mon père dit oui, mon fils Olivier. Et puis il lui parle de cette histoire d'où j'en suis au conservatoire et comment ça se passe, et puis surtout que je viens d'avoir cette grosse désillusion, ce gros coup dur. Et Christian propose de me rencontrer et de voir avec moi. Il est vraiment sympa, Christian. Incroyable. Et ça a été le Messie. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, et en un cours, il m'a dit non, il ne faut pas faire comme ça. On a repris les bases de comment on souffle dans la clarinette. Et alors j'étais à la sortie du cours, j'étais perdu, choqué. Normal dans ce genre de moment où on change plein de choses. J'ai dit à mes parents, je ne sais plus jouer de la clarinette, c'est incroyable. Je peux pas y arriver, il faut tout recommencer, ça va pas. Et donc après ce premier cours avec Christian, tu te retrouves un peu effondré. Voilà, complètement effondré tout de suite après, et puis je fais consciencieusement ce qui m'avait prescrit, parce que c'était vraiment... Tu travailles un peu plus que 20 minutes par jour à ce moment-là? Non, pas du tout. Ah mince. Pas du tout. J'oublie ma clarinette et je prends une paille. Parce que c'était, voilà. Il m'a dit, souffle comme dans une paille, et ça c'est un bon conseil que je donne à tout le monde, et que je donne maintenant à mes étudiants aussi quand il y a besoin. Parce que voilà, donc prenez une paille en plastique, ça a un certain diamètre, on la met dans la bouche, et sans la tenir par la main, il faut être capable de souffler le maximum d'air dedans. Et il n'y a pas 36 façons de faire, parce que soit on pince et pour garder la paille en bouche, bien pour sûr, pas qu'elle s'en aille, et du coup il n'y a pas d'air qui circule, soit on lâche complètement et on souffle et la paille elle s'en va. Donc il faut trouver le juste équilibre, et donc ça permet d'avoir une bonne embouchure bien centrée, tout en étant assez lâche et juste maintenu comme il faut. C'est un bon équilibre, je vous le recommande. Merci du conseil. Ouais. Et donc j'ai fait mes petits trucs avec ma paille pendant une semaine, et j'ai essayé d'appliquer ça à la clarinette, et 2 semaines après c'était réglé. Incroyable. Voilà. Donc c'est plus que le Messie, c'est un magicien. C'est exactement ça. Merci Christian, ad vitam aeternam. Et alors là on fait quoi? On retente son DFE du coup l'année d'après? Non. Avec tout de réglé? Non. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je suis plus vicieux que ça. À l'époque, on pouvait se présenter directement au cycle supérieur, et sans avoir son DFE, il y a un examen d'entrée. C'est ça. Donc j'ai passé l'examen d'entrée, et suis reçu devant tout le monde. Voilà, magnifique. Donc c'est reparti. Donc là, je fais la connaissance de Claude Faucompré, qui était en charge du cycle supérieur au conservatoire à Lille. Et Claude, grand monsieur pour moi, grosse renommée,
fantastique clarinettiste. J'étais déjà sous le charme de son enregistrement du concerto de Mozart avec l'Orchestre National de Lille et Jean-Claude Casatsu, qui reste pour moi une référence, une sacrée référence à l'heure actuelle, que malheureusement pas tout le monde connaît. Et voilà, donc je vous encourage aussi à aller écouter ça, c'est un bijou. Et donc très impressionné, et puis voilà, et puis hiérarchiquement parlant, voilà, c'est le grand monsieur pour les grandes classes, et donc je rentre là-dedans. Et puis pour revenir à ma question de tout à l'heure sur ce fameux déclic ou cette envie d'en faire un métier, tu t'étais donc rendu compte avec cet échec au DFE que ça comptait pour toi, mais donc le déclic de la professionnalisation était déjà là pour toi? Non. C'était juste y arriver, c'était régler les problèmes, continuer à bosser sa clarinette, à prendre son pied, mais il n'y avait pas cette idée... Je vais continuer, coûte que coûte, je vais me faire plaisir, ça va être beau, je vais jouer voilà, pour me faire plaisir à tout le monde, et voilà, et j'ai jamais eu cette idée de devenir professionnel à l'époque. Je suis encore jeune, j'ai encore 15 ans. Donc voilà, toujours dans l'optique de on continue et on fait du mieux qu'on peut, même on se dépasse. Voilà, ça a toujours été un espèce de motto chez moi, peut-être dans ma famille, mais en tout cas c'est pour moi très personnel d'aller pas plus loin que les autres, mais plus loin que soi-même. Très juste. Et donc voilà, dans ce cadre-là, je continue, et puis voilà, en ayant senti cette fibre qui était vraiment en moi. À côté de ça, je poursuis un cursus scolaire tout à fait standard, comme n'importe quel autre jeune à l'époque. Je fais un lycée normal, général, avec une spécialisation en maths, plutôt, enfin une classe S. Dans un coin de ta tête, il y a un autre métier Qu'est-ce qu'aurait fait Olivier Pathé s'il n'avait pas été clarinettiste? Ouais, Olivier Pathé, il est assez intéressé par plein de choses. Je suis très matheux, physique, ça c'est des choses qui m'intéressent. J'aime aussi construire. J'ai joué beaucoup avec des Lego en étant jeune. Incroyable. Voilà, j'aime bien faire des choses, être actif, faire des choses de mes mains. Mais j'ai jamais poussé la réflexion plus que ça, voilà, parce que c'était certainement pas le moment encore. Et puis voilà, j'étais vraiment accroché à ma clarinette. Et entre-temps, le sport a pris moins de place parce que au conservatoire, c'est devenu de plus en plus demandant au niveau de l'emploi du temps, juste, parce qu'il fallait aller 3 fois par semaine au conservatoire, deux fois par semaine pour le solfège, une fois pour l'harmonie du conservatoire, musique de chambre déjà qui commence, clarinette, la musique de chambre qui commence, donc c'était déjà pas mal chargé. Donc, à un moment, on peut pas tout faire. C'est sûr. Et puis, il n'était pas question de laisser l'école à côté. Enfin, c'était inenvisageable. Et c'était pas du tout une volonté de ma part non plus, de toute façon. Voilà, donc je me souviens au début, les premiers mois avec Claude Faucompré, où j'ai refait uniquement des gammes pendant 3 mois, je crois. Voilà, ça a paru. C'est long, mais c'est bon. Il n'y a pas d'autre manière de parler des gammes. En général, c'est ça. Mais là, c'était un peu... alors, j'avais pas vraiment... Au début, j'avais pas le temps d'être frustré parce que, voilà, il m'a dit, alors je veux les gammes comme ça. Donc, t'as l'impression de réapprendre aussi. Et puis, c'était des gammes que des gammes, rien d'autre que des gammes. Et puis, si ça allait pas bien, on recommence et tout. Donc, il y avait une énorme discipline technique là-dedans. Et en même temps, j'avais pas oublié cette façon de souffler dans la clarinette est restée une idée fixe pour moi. Donc j'ai pratiqué les gammes, pas de manière digitale, mais de manière sonore. Voilà, le souffle, la colonne d'air. De tenue de son, de colonne d'air, voilà. Et donc c'est devenu presque musical les gammes. C'est comme ça qu'on devrait les travailler tout le temps. De savoir comment on remplit l'instrument entre 2 notes et bon, voilà. Et donc du coup j'ai aussi par la même occasion acquis une bonne base technique. Technique, ouais. Voilà, ça peut sembler très basique pour tout le monde, mais en même temps,
Bah, il faut y passer. Non, puis c'est pas basique pour les gens qui n'en sont pas encore là, donc je pense que c'est intéressant donc voilà, de savoir par où il faut en passer. Voilà, si j'ai un petit conseil à donner, faites pas des gammes juste pour bouger les doigts, très bêtement, ça tout le monde peut le faire, mais savoir justement comment passer d'une note à l'autre, et voilà, ce qui reste important, on joue un instrument avant, donc il faut souffler dedans. C'est la meilleure des techniques, j'enseigne depuis 20 ans, et un instrument avant, il faut souffler dedans, on a l'air bête à dire ça à chaque fois, mais, il y a un piège, c'est le meilleur conseil du monde. Il y a un piège avec la clarinette, c'est que si on à peine soufflé, ça sonne déjà pas mal, ça sonne déjà charmant. Mais pour avoir quelque chose d'un peu tenu et un peu plus riche et profond et il y a un investissement supplémentaire. Il y a autre chose à faire derrière, un peu plus. Voilà, donc beaucoup de gammes et puis après quelques mois commence un peu de frustration évidemment parce que je suis jeune, je suis jeune, j'en veux tout ça. Donc finalement le jour arrive où il me dit bon on va faire un peu des études et des morceaux, est-ce que tu as des choses prêtes? Et là j'avais dans mon cartable ou dans ma boîte de clarinette, j'ai plus 5 pièces déjà tout prêtes et donc j'ouvre en éventail de manière assez provocative parce que je dis bon maintenant il va falloir me prendre un peu au sérieux et je fais en éventail. Voilà, j'ai tout ça. Celle que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, tu peux tout me jouer là, si je prends n'importe quoi. Je dis, ouais, on y va. Et il a dit, ok, ça. Et c'est parti. À partir de ce jour-là, il y a eu vraiment une... quelque chose qui s'est enclenché, quoi. Ouais. Une c'est collaboration. pas qu'il m'a pris au sérieux, mais en tout cas, on a vraiment fait la musique ensemble, à sa manière. Voilà, c'est quelqu'un qui a chanté énormément en même temps que j'étais en train de jouer, donc il fallait avoir une oreille externe pour voir ce que lui avait envie. Enfin, voilà, c'était sa manière à lui de me guider. Et ça m'a plutôt bien réussi, j'ai appris beaucoup de choses, il m'a fait lire énormément de répertoire, c'est-à-dire que toutes les semaines j'arrivais avec une nouvelle pièce, un nouveau concerto, et tout ça pendant toute une année, donc ça fait beaucoup de répertoire en un an. Et puis moi j'étais très demandeur de toute façon, donc ça m'amusait de lire plein de choses comme ça et de découvrir le répertoire d'une manière si frénétique. Voilà, c'est enivrant, il y a un côté passionnant et enivrant. J'ai adoré ça. Et ton coup de cœur, ta plus belle découverte à l'époque, comme ça, là, est-ce que t'en as une? Ou la pièce qui te reste ta Madeleine, dont le truc que t'adores jouer. On va pas parler de répertoire d'orchestre tout de suite, de là vraiment pure clarinette, un truc comme ça. Je suis devenu clarinettiste parce que je suis amoureux du concerto pour clarinette de Mozart. Bah voilà, c'est une réponse bateau, mais normale. Voilà, mais ça c'est pas quelque chose que j'ai découvert avec tu le savais avant. Faut qu'on presse, c'est une pièce que j'écoute. Je me souviens dès que j'ai choisi la clarinette, j'avais des toutes petites enceintes dégueulasse mais que j'avais personnellement, je mettais ça sous mon oreiller avec un petit lecteur de CD et puis je dormais avec. Incroyable. Voilà. C'était pas la version de Faut qu'on prie à l'époque, je l'avais pas encore, mais avec Jack Brymer je crois, parce que c'est la célèbre version de Autant n'emporte le vent, bien sûr, je crois. Donc voilà, ça m'a nourri depuis le début. Je vis avec ce concerto depuis que j'ai une clarinette dans les mains, et je pense que c'était une très bonne chose pour moi de pas attendre. Voilà, parce qu'on peut dire ce genre de pièces qui sont tellement des monuments de notre répertoire, il faut attendre d'être mûr, d'être prêt à le faire. Moi j'ai un autre avis. Je pense qu'on partage le même, il faut plutôt la travailler 1000 fois et à chaque fois y apporter un regard. De toute façon on va passer notre vie à jouer et à rejouer beaucoup de choses similaires, et voilà, tant mieux, il vaut mieux s'y prendre tôt, et puis ça va grandir avec. C'est pas parce qu'on joue comme ça quand on a 8, 9, 10 ans qu'on va être coincé là-dedans toute sa vie, pas du tout, au contraire, ça fait partie de soi-même et c'est intégré, et voilà, ça évolue avec nous. Ça c'est la magie. C'est sûr, c'est intéressant. Une fois que tu as terminé le conservatoire de Lille, c'est là directement. Normalement, on passait le prix ou la médaille
cassé. Tout le monde prévoyait 2 ans, mais apparemment j'étais prêt au bout d'1 an. Donc, ou en tout cas, on pouvait se présenter. Et puis bon, on avait souvent une médaille d'argent, et puis on refaisait l'année d'après. Voilà. On m'a donné une médaille d'or tout de suite. Alors. Donc du coup, t'étais viré. Merci, t'as fini. Donc, j'étais viré du conservatoire, mais un petit peu jeune. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas encore, enfin, à la veille d'avoir 16 ans ou un truc comme ça. Voilà, mais peu importe l'âge, on s'en fout. Au final, la vie est longue. C'est ça. Après, on remet tout en perspective. Mais bon, donc j'avais pas fini le lycée. Et il était aussi... voilà, il fallait que je sois tous les jours à la maison pour aller au lycée. Il n'y avait pas de place pour aller étudier la clarinette ailleurs, de toute façon, de place dans mon emploi du temps de l'époque. Et puis je suis pas sûr que mes parents m'auraient laissé prendre le train comme ça pour aller à la capitale, par exemple, ou ailleurs, mais bon, ce qui aurait semblé le chemin logique. Et voilà, donc tout ça s'enchaîne vraiment bien, gros succès, assez vite et inattendu, très bien. Et là, j'ai toujours cette fibre très ardente en moi de la clarinette et toujours pas du tout d'idée qu'on peut en faire son métier, alors qu'en parallèle, je côtoie des gens de l'orchestre, dont c'est le métier, à l'orchestre, tout ça. Et voilà, c'est marrant. Dans ma tête, ça s'est toujours croisé, mais ça jamais... Ça n'a pas connecté tout de suite. Non, jamais, pendant très longtemps. Bon, il y a un cycle de perfectionnement au conservatoire à Lille. Donc, après une audition, je suis rentré là-dedans. Et donc, ça m'a offert une année supplémentaire à travailler avec Faucompré. Et c'était génial, on a continué sur le même travail enclenché, même rythme effréné, la même passion, et puis voilà. Et puis je pense que lui, il était très content aussi de voir qu'il y avait tout ça, donc il a vraiment nourri, cette passion. Donc dans ce sens-là, lui, je lui dois beaucoup de cette insatiable frénésie d'avoir découvert très vite et très jeune beaucoup de répertoire. Et ça allait dans tous les sens, que ce soit des pièces de genre, ou des concertos, ou des sonates, musique contemporaine aussi déjà, tout ça. Musique contemporaine un peu moins, c'est moins son truc. Et c'était aussi pas trop ma tasse de thé non plus. De toute façon, mais un peu quelques les classiques de la musique contemporaine. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à arriver à la capitale? À quel moment on arrive à la capitale? Voilà, j'ai fait... Christian m'a dit maintenant, il faut aller plus loin. Et lui-même avait été élève de Michel Arignon. Et il m'a dit, il faut que tu rencontres Michel. Donc je suis allé faire un stage d'été à Évian. Où j'ai rencontré Michel et puis plein de gens avec qui je suis toujours en contact et qui ont été mes camarades de classe à 1 ou 2, 3 années près, mais peu importe. C'est la même classe, voilà. On s'est suivis au conservatoire, voilà, donc j'ai fait la connaissance de toute cette petite là avec qui on est toujours proche et en contact. Et voilà, je me souviens, j'avais une chambre partagée avec Laurent Bienvenu. Oh, incroyable. Que beaucoup de clarinettistes connaissent aussi, bien qui fait maintenant partie des Bombec. Des Bombec, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait la connaissance là de Laurent, pour moi, très, très importante. Et puis de Michel, donc voilà, c'était le gros événement. Voilà. Comme une première rencontre avec un maître absolu. Voilà, j'étais très impressionné. Et puis... on a travaillé, et il m'a dit, et puis je sais plus comment c'est venu, je sais pas si c'est moi qui ai dit je cherche à continuer, ou lui il m'a dit peut-être tu devrais quand même venir travailler avec moi. Voilà, prenez la version que vous voulez. Je me souviens plus, peu importe. Mais peu importe la version, l'intéressant c'est la finalité. Voilà, et puis donc il n'était pas du tout question de rentrer au CNSM à l'époque. Voilà, parce que même si tout marchait bien, j'étais quand même loin d'être un enfant prodige. Voilà, donc juste comme tout le monde, avec juste beaucoup d'envie, c'est ça. Et Michel donnait cours au conservatoire du 12e arrondissement de Paris. Donc je me suis présenté, puis il m'a pris. Et donc à cette époque, c'était la terminale,
pour moi au lycée. Donc, Tu faisais les allers-retours entre Lille et Paris pour les cours au 12e. Ouais, là je faisais les allers-retours et c'est là, le déclic de faire ma vie de la musique, c'était arrivé en fin de seconde. Parce qu'en fin de seconde, il y a une espèce d'orientation au lycée qui nous demande est-ce que tu veux faire une classe littéraire, une classe économique et sociale ou une classe scientifique. Donc il y a un rendez-vous avec le prof principal qui était pour moi le prof de français. Et puis il me dit bon bah qu'est-ce que tu veux faire, enfin d'abord où est-ce que tu veux t'orienter, bah, je dis moi je veux faire S, ça marche tout seul pour moi, j'ai pas besoin de travailler donc tant mieux. C'est la bonne version ça. Et les autres je me voyais pas du tout, bon bref c'était moins mon dada. Et puis après il me dit mais tu as une idée professionnelle, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et je dis bah je veux faire de la musique. Et alors là, il est tombé de sa chaise. Il y a quoi? Il m'a dit, mais quoi? Mais pourquoi tu veux faire ça? Je dis, bah, je joue la clarinette depuis longtemps, j'aime ça, ça marche bien. Et là, il m'a dit, mais t'as vu tes résultats scolaires et tout, tu peux faire absolument tout ce que tu veux dans la vie. Bah, ça tombe bien. C'est génial, j'adore, merci. Merci beaucoup. Mais bah voilà, moi ce que je veux faire c'est de la musique. Donc, c'était vraiment le choc. Et donc là, déjà il y avait une intention de... Donc j'étais toujours studieux à l'école mais arrivé en terminale, les cartes étaient faites, c'était déjà mélangé pour moi et donc les nouvelles matières comme comment c'est philosophie, je crois, c'était que en terminale. C'est ça, ouais, c'est que en terminale la philo, ouais. Philo, alors ça c'est, bah, j'ai même pas accroché, je connais même pas le principe de cours de philo quoi. Ok. Mais pour moi j'avais le droit de donner mon point de vue sur un sujet, mais en fait j'ai compris plus tard que c'était pas du tout ça, qu'il fallait apprendre le point de vue des philosophes et puis pouvoir le recracher. Parce que comme j'avais jamais ouvert un bouquin ou rien du tout, j'ai dit ah là c'est cool, je vais pouvoir m'exprimer. En fait non, c'est pas du tout ça. T'es pas là pour ça. Donc j'étais vraiment déjà ailleurs. Et comme le reste marchait suffisamment bien pour que ça tienne tout bien. Voilà, ma tête était vraiment à la musique. J'en ai même profité une fois ou deux d'ailleurs pour des contrôles de philo, à dire j'ai pas eu le temps de travailler, où j'ai rendu carrément copie blanche. J'ai dit je suis désolé, j'avais autre chose en tête et voilà, on s'est passé une fois. C'est bon. À ne pas faire. Surtout à ne pas refaire. Donc là, il y avait un vrai désir, j'étais branché, c'est sûr. Mais en même temps, il n'était toujours pas question... Voilà, ça se connaissait toujours pas, je n'envisageais pas. Je voulais faire de la musique, être musicien, mais je ne pensais pas qu'on pouvait gagner, que moi je pouvais gagner ma vie avec. Voilà, que ça devienne un métier. Pour moi, c'était une passion. Voilà, donc je veux faire ça. Et il n'y a jamais eu d'aspect d'en faire un métier quoi. Bien sûr. Mais en même temps je voyais pas l'utilité d'aller à l'université étudier autre chose. Pour moi je voulais faire de la musique. Donc j'ai mon bac et puis le lendemain de mon bac mes parents me demandent ce que je vais faire. Si je vais quand même m'inscrire à l'université. Je dis bah non. Je dis bah bon bah, vraiment. Bah, je dis bah non bah, vous savez bien je vais faire de la musique. Je vais faire de la clarinette. Je vais faire de la clarinette. Et ils m'ont dit, bah, tu veux quand même pas t'inscrire à l'université en musicologie ou un truc comme ça? Je dis, bah, en musicologie. Au secours. Mais vraiment, mais pas du tout. Je veux jouer de la musique, c'est pas du tout mon truc d'aller... Si j'ai pas fait une série L, c'est encore moins pour aller faire de la musicologie. Avec tout le respect pour ceux qui aiment ça et qui le font bien. Voilà, mais bien moi, sûr. c'était pas du tout mon truc. Donc, je vais dit, je vais pas aller m'inscrire à la fac juste pour le plaisir de faire un cursus universitaire. Voilà, donc ça, c'était l'année d'après, le 12e, où Michel avait été un peu présent, mais pas trop. Ça, j'avais été... Bon, c'était une grande rencontre, c'était sans nul doute, mais j'étais aussi assez déçu parce que dans cette frénésie que j'avais toujours, j'étais pas rassasié du fait de ces absences répétées. Et donc là-dessus, je sais plus, j'ai vu
quelqu'un qui l'a remplacé une fois ou deux et qui m'a dit tu te présentes au CNSM, et puis j'ai dit non, Michel veut pas, je suis pas prêt. Très bien. Et je l'ai présenté, je crois. J'ai présenté, mais j'ai pas été accepté, mais j'étais en finale, pas loin de rentrer. Et puis voilà, je me mets. Bonne première expérience, ouais, importante. Voilà, 17 ans, voilà, très bien. Jeune. Il en fallait pas grand chose, mais Robert Fontaine, que je découvrais, qui était au jury à ce moment-là, m'a dit c'est super, mais bon, c'est encore un peu vert. Très bien. Parfait, ouais, c'est bien. Michel avait raison. Ah non, ça c'était avant que j'intègre le 12e. Bon, là j'intègre le 12e. L'année du 12e, Michel me dit non, il faut pas, tu ne vas pas te présenter. Il avait déjà. Il a des antennes partout, donc bien il sûr. a dit j'ai un tel et un tel, il n'y a pas beaucoup de place cette année, j'ai un tel et un tel et un tel qui sont plus âgés que toi, c'est leur tour, et toi tu as ta chance après. Ok, donc je respectais ça absolument. Et puis en même temps, il m'a dit il faut présente-toi à Rueil, chez Florent Réau. Donc je suis allé et j'ai eu une place à Rueil et j'ai rencontré Florent, qui était une magnifique rencontre, avec qui j'ai bossé, qui lui, pour le coup, il était là tout le temps. Du matin, midi et soir. Voilà, on a eu le même prof, moi aussi, Florent Réau, qui est incroyable pour ça. Jamais satisfait, qui pousse. Qui utilise aussi la technique de la paille, d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure. Moi, j'ai eu la chance de faire mon DE avec lui, il fait faire ça dès les débuts aux enfants, et c'est génial. Bref, aparté comme ça, mais pour dire, c'est très intéressant. C'est relevant. Donc, tu as fait cette année j'ai fait cette année avec Florent, et c'était une micro-année, finalement, parce que le concours d'entrée au conservatoire à Paris est au mois de février, donc en plein milieu de l'année, et voilà, cette fois-ci, j'ai été reçu. Donc le reste de l'année c'était un peu plus en dilettante parce que je savais que j'allais pas y rester, les examens, enfin tout ce qu'il y avait un peu d'administratif et de choses à faire, je m'en dispensais presque, je m'y étais moins intéressé, mais bon j'ai quand même continué à être assidu au cours. Oui, et puis Florent il t'a pas lâché à partir du moment où t'es rentré, c'est pas le genre, au contraire. Voilà, mais moi j'avais plus la pression de devoir rentrer au conservatoire. Et puis, voilà. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est là que tu rencontres une classe que t'avais déjà... Il y avait déjà des têtes vues à Évian, c'est ça? Voilà, certaines du 12e aussi. Donc je retrouve mes copains, dont Laurent, bienvenue, Benoît Viratel, je fais la connaissance donc avec qui j'ai passé la première fois l'entrée au conservatoire, qui eux étaient rentrés, ils avaient eu 2-3 ans de plus que moi, donc très bien. Qui eux étaient rentrés, puis je finis par les rejoindre, retrouver du monde, je fais la connaissance de Benoît Savin, dont j'avais entendu beaucoup parler, et voilà, donc je rentre dans le grand bain un petit peu. Avec une très bonne ambiance, bonne ambiance de classe. Comme un petit garçon, donc évidemment c'est tout nouveau, c'est grand, enfin moi je sais pas, j'ai toujours eu j'ai toujours regardé beaucoup de choses vers le haut, comme si c'était pour les autres, et donc pour moi c'était... Quand il arrive, c'est incroyable. C'est génial d'y arriver, donc j'en ai beaucoup profité. J'ai eu un temps incroyable au conservatoire, aussi parce que avant de rentrer, avant la rentrée, j'ai un coup de fil d'Arignon. Je suis étonné, il me dit à la rentrée il y a un concours à la garde républicaine, tu vas passer le concours. T'étais pas encore rentré au CNSM? Non, c'était juste... Avant ta première rentrée? Ouais, 2 mois avant. Okay. Donc voilà, c'est ça le programme. Tu te prépares. Ok. Bon je fais ce qu'on me dit. Oui, monsieur. Voilà. Ouais, exactement. Oui, monsieur, il n'y a pas d'autre réponse attendue de toute façon. De toute façon. On rentre, c'est les directives, et on y va. Et donc je prépare ça du mieux que je peux. Et puis à ma grande surprise, j'arrive en finale. Et il s'est passé, c'est raté de peu. Mais bon, raté, c'est pas vraiment raté, parce que quand on arrive juste tout frais au conservatoire, c'est déjà une grande surprise. Très bien. Et puis après, ça s'enchaîne, parce qu'il y a un autre concours du même type à la musique de l'air, et auquel, pour le coup, là, je passe pas un tour. Donc ça, c'était vraiment un mois après. Et encore un mois après, donc ça, c'était genre un mois d'octobre. La rentrée était juste faite à peine commencé, quoi. Au mois d'octobre, je passais mon 2e concours à la garde républicaine.
Et je suis rentré. Et mince, là, bam, ça a marché. Voilà, et là c'était le déclic. J'ai dit, ah bah, sans m'en rendre compte, ça y est, c'est mon métier. Exactement. Ah bah là, c'est voilà. Sans m'en rendre compte. Sacré Parce métier. qu'avant, voilà, on m'a dit tu passes un concours, je passe le concours, et très bien. Et puis après, on tombe dans la spirale du conservatoire où tout le monde passe ce genre de concours. Et ça, c'était une grande conviction de Michel, c'est qu'il veut que ses élèves aient à manger, quoi. Donc, c'est une très bonne conviction en soi. Hein. C'est génial. Professionnaliser ses élèves, c'est quand même c'est pas mal, le but ultime ouais. d'un enseignant comme ça. Donc je suis tombé dans cette spirale sans me dire je vais gagner un poste, pas du tout. C'était vraiment voilà. Et puis voilà, comme je dis très innocemment, je gagne le concours et puis ah bah ça y est, j'ai un métier et je vais pouvoir vivre de ma clarinette toujours. Donc là d'un seul coup c'est devenu très rationnel en disant je suis pas à la rue avec ma clarinette. Voilà. Et c'était parti. Et depuis cette année-là, ça ne s'est pas arrêté. T'as enchaîné. On va passer sur quelques étapes, sinon on pourrait faire une interview qui durerait. Mais non, c'est le principe. Mais heureusement, sinon on n'aurait pas grand-chose à se dire. C'est parfait. Mais on va passer un tout petit peu sur ces quelques années pour parler d'une anecdote parce qu'elle nous concerne aujourd'hui. Une anecdote, c'est exagéré comme mot, mais tu as à l'époque tenté aussi le concours Nielsen. Ouais. Tu étais encore étudiant avec Michel Arignon. Ouais. Tu étais en fin de cursus, si mes calculs sont à peu près bons. Et tu gagnes à l'époque le concours Nielsen. Bah oui. Juste parler un tout petit peu de ça parce que tu fais partie des rares, ça a été souligné aujourd'hui, à avoir gagné et à te retrouver ensuite au jury de ce même concours. Est-ce que tu peux d'abord raconter un peu cette expérience de... Est-ce que c'était ton premier concours international de ce type ? Non, c'est mon deuxième concours international. Le premier concours international, c'était en 2003 à l'ARD à Munich. Pas mal aussi comme concours. Ouais, donc là, en plein milieu du cursus au conservatoire, j'étais en fin de deuxième année ou à l'orée de la troisième année au conservatoire. Et là, c'est plus... Donc j'avais cette sécurité professionnelle qui m'assurait un confort incroyable financier, qui n'est pas le cas de tous les étudiants. Donc j'ai joui énormément de ça. J'ai pris 20 kilos entre-temps, parce que je suis arrivé tout fluet, puis d'un seul coup, j'avais les poches pleines, donc c'était la grande vie, la belle vie. J'en ai pas pour autant négligé le travail. J'ai travaillé comme n'importe quel étudiant au conservatoire. Oui, voire plus, parce qu'on travaille à la garde et au conservatoire. Donc, ouais, mais bon, en tant qu'étudiant, j'ai passé des heures et des heures et des heures derrière ma clarinette. En même temps, c'est le moment de le faire. Si on bien sûr. Pas là, c'est raté, quoi. Ouais, donc là, j'arrive à un moment où y a ce grand événement qui, encore une fois, est pour que je regardais d'en bas vers le haut. Et je me dis, je vais faire ça parce que j'ai besoin de faire... Je suis arrivé à un point où j'ai besoin de faire le point où est-ce que j'en suis d'une manière plus globale, plus extérieure, parce que je voyais bien à la classe... ça se passait très bien, mais ça se passait très bien avec tout le monde bien aussi. Sûr. C'est une classe, d'un très bon forte. niveau. Ouais. Voilà, ça a toujours été réputé, les conservatoires à Paris ou à Lyon, voilà, c'est incroyable. Mais en même temps, on n'a pas vraiment en tout cas moi, j'avais pas d'antenne sur l'extérieur. Donc je dis, je veux faire un point. Donc je prépare le concours, sans rien en attendre, juste. Mais encore une fois, avec tout mon engagement. Bien sûr, pas à la légère du tout. Pas du tout. Juste cette volonté, comme toujours, de faire mieux que ce que je peux faire. Et j'arrive le premier jour à l'ARD. Le premier tour a été étalé sur plusieurs journées parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis les résultats sont affichés le premier jour, le deuxième jour, et puis je crois que je devais jouer le troisième jour. Et je vois plein de gens qui étaient passés par le conservatoire avant moi ou qui étaient un peu plus avancés, tout ça. Et puis, tous ces gens que je connais et pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration passent pas le premier tour. Tout ça, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que je viens faire là? Ça va être la boucherie. Aïe. Ça va être la boucherie. Puis finalement, ça se passe bien un tour, et puis ça se passe bien deux tours, et puis ça se passe bien la demi-finale, et puis je gagne le concours. C'est pas mal. Pour une mise au point, la mise au point a été plutôt bonne. Bah ouais, alors donc là, c'était beaucoup d'émotions.
Et puis je faisais ce que je avais fait depuis toujours, je jouais le répertoire de clarinette, je jouais des concertos, et voilà, ça a toujours été quelque chose de très... Voilà, que j'adore faire depuis le début, qui n'a rien à voir avec le fait de prestige ou d'être devant, c'est juste la position où je me sens bien. Je me sens bien, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai écouté depuis le début. Voilà, je suis nourri de ça. Donc pour résumer, t'es au CNSM dans la classe de Michel Arignon, t'es clarinettiste à l'orchestre de la Garde républicaine, ouais. T'es lauréat du concours de la RD Munich, voilà. Et ça t'ouvre une carrière de soliste ouais. devant orchestre et musique de chambre, ouais. Cette victoire à la RD, et là tu découvres encore un autre univers. Ah bah là ça a ouvert toutes les portes, ce concours à la RD, voilà, ma vie change. D'un seul coup, de étudiant lambda, même si j'étais à la Garde, j'étais quand même l'étudiant lambda parmi tant d'autres. Bah, d'un seul coup, le téléphone sonne en permanence, sans exagérer, vraiment tous les jours j'avais des coups de fil des orchestres à droite à gauche qui me demandaient si j'étais libre telle ou telle date pour jouer tel ou tel concerto. Sauf en France, on en reparlera. Peut-être. Mais en tout cas, dans toute l'Europe, voire plus, tu commences une carrière de soliste, clarinettiste soliste. Une carrière de jeune soliste extra-national. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'était incroyable. Et donc, je rentrais au conservatoire, après avoir fait mon concert, ou mes concerts, je rentre au conservatoire, et puis tout le monde dit, ça va, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Comme on se croise et tout ça, je dis, je rentre de là, j'ai joué ça. Moi, je viens de jouer 3 fois Mozart en soliste, et toi? Ah, d'accord. Non, mais sans comme chacun raconte un peu sa semaine, et voilà, sans aucune prétention, c'était, moi, je viens de jouer avec tel ou tel orchestre, c'était incroyable, et juste par le fait de dire juste c'était incroyable, ça a été pris souvent avec... aussi, j'étais tellement jeune et naïf. Voilà, moi j'ai dit c'était incroyable parce que c'est l'expérience que j'ai vécue, et pour moi c'était vraiment incroyable, mais ça a souvent été pris oui, ce que je fais c'est incroyable et tout ça. Faut faire attention. Faut faire la part des choses. Un peu attention, et ouais, c'était pas du tout mon propos à l'époque, mais bon, ça a pu être un peu des fois pris comme ça. Mais... Certains diront que c'est aussi les rageux et les jaloux, mais c'est un autre débat qui peuvent l'avoir pris comme ça, mais non, moi je ne connais pas. On avait une super ambiance de classe, et voilà, ça n'a pas empêché, ça n'a pas changé mon regard sur tous mes camarades de classe, bien au contraire. Et quand on gagne le concours de la RD, on se dit je vais quand même tenter concours Carl Nielsen au Danemark. Ouais. On se dit pas c'est bon, on se dit pas ça va, c'est bon là j'ai fait la mise au point est pas mal, ça va. Non, on se dit je vais quand même refaire une mise au point. Non, pas du tout, parce que c'était tellement inattendu et tellement une surprise, parce que ce genre de choses c'est pour des gens spéciaux, quoi. Il n'y a qu'à regarder le tableau des vainqueurs, le palmarès, c'est la folie, quoi. C'est la folie, et maintenant mon nom il fait partie du palmarès, je trouve ça toujours incroyable. C'est formidable. Je trouve ça toujours incroyable. Et pourquoi j'ai fait Nielsen, je sais pas. En même temps, voilà, mon téléphone sonnait tout seul, mais je suis aussi et c'est vraiment ce que j'adore faire, et en même temps je suis très naïf sur le métier, j'ai aucune idée de tout le côté business qu'il y a derrière, parce que je viens pas d'une famille de musiciens. Personne m'a jamais expliqué que si on veut faire une carrière, c'est de jouer correctement, suffisamment bien, c'est bien sûr le minimum requis, mais ça suffit pas forcément. Ça suffit pas du tout, en fait. Ce n'est qu'un des aspects de faire une carrière de soliste. Et voilà, et puis ma naïveté a été nourrie par le fait de tellement de sollicitations, en fait. Et puis arrive un moment où la roue tourne un petit peu, et puis là où le moment où j'aurais dû être réactif, où on aurait peut-être
pu me guider. Parce que moi, ne sachant pas tout ça, on aurait pu me dire, tu sais, Olivier, il faut avoir un agent, ce serait bien pour toi, de travailler avec quelqu'un, de mettre en place une stratégie ou des choses, une stratégie de carrière si on veut, mais il y a juste de faire en sorte que ça continue bien sur sûr. La lancée. Il faut nourrir ce métier. Voilà, j'ai eu de la chance, ça se passait en général, les concerts étaient très bien, les gens me rappelaient quoi. Ce qui est pas toujours le cas. Il y a des concerts qui découlent directement du prix, mais bon, j'ai eu la chance d'être rappelé une deuxième couche et une troisième couche souvent. Mais bon, arrive un moment où on n'est plus le petit jeune, les éditions d'après, il y a un nouveau lauréat, donc ces mêmes orchestres sont des nouveaux engagements avec les nouveaux jeunes lauréats voilà. Nielsen, donc j'ai pas fait dans l'optique de remettre dessous dans la musique, pas du tout, mais j'avais besoin d'une confirmation personnelle. Et puis j'étais toujours au conservatoire, donc j'étais dans cette démarche de voilà, il y a un autre concours, un autre grand concours international, je le fais. Et donc j'ai préparé soigneusement. Je me souviens, je me suis retraité chez mes parents pendant 2 mois ou 3 mois avant le concours. J'étais enfermé, une manière de parler. Je suis parti de Paris, je suis rentré dans mon cocon familial à Lille. Et voilà, j'ai pu vraiment me focaliser sur la préparation du concours. Mais c'était très différent, parce que cette fois-ci, j'avais déjà gagné la RD, qui est tellement prestigieux. Et donc forcément, j'avais des grandes attentes vis-à-vis de moi-même. Et aussi en étant assez conscient que beaucoup les gens ils m'attendaient au tournant. Bien sûr. Sans avoir forcément d'attention moi, mais les gens m'attendaient au tournant. Il y a une attention accrue forcément à t'écouter en se disant tiens, lui il a gagné la RD. Ouais, forcément. On va voir. Et puis il y avait une espèce de aussi, on va voir si c'était pas un hasard. Oh, il n'y a pas de hasard quand même dans ce genre de. Ouais, on sait pas. Et à côté de ça aussi, j'ai passé les concours d'orchestre à Paris, les places de première clarinette. Et puis ça marchait plus ou moins, mais jamais jusqu'à la fin. Donc il y avait un peu ce. Voilà, mais en même temps, c'est 2 métiers très différents. Bien sûr. Qui n'ont rien à voir. Donc bon, apparemment, jouer de la clarinette, ça je savais faire, mais voilà, rentrer dans un orchestre, c'est resté assez mystérieux pour moi, parce que ça n'a pas marché pendant assez longtemps. Donc voilà, donc je passe le concours Carl Nielsen et ça, j'arrive assez fébrile en fait, très fébrile. Tu parles quoi, musicalement, dans la tête, dans la tête. Non, musicalement, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour préparer ça très consciencieusement, avec très engagé, avec tout mon cœur. Donc ça, j'ai donné tout ce que j'avais à donner pour la préparation. Mais j'arrive ici fébrile de par tout ça, ces attentes. Déjà une expérience tellement incroyable que pour la rééditer, c'est pas si facile. Donc j'arrive avec une grosse pression que je me suis mis tout seul comme un grand sur les épaules. Mais bon, je suis assez conscient de l'enjeu. De l'enjeu, bien sûr. Et puis, je fais la connaissance, avant de passer le premier tour, juste avant, je fais la connaissance de la pianiste avec qui je vais jouer. Et donc, on commence à répéter, et puis là, je me suis senti tellement bien. Voilà, tout mon corps s'est libéré, toutes les pensées... à la répétition déjà. Ouais, juste la répétition. Voilà. J'ai dit, j'ai trouvé, ça va être super, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est pas moi face à mes angoisses et à mes appréhensions et tout ça. Je dis, c'est bon, là, ça va se passer super, elle est géniale, on a un super contact. Et puis voilà, donc j'étais plus du tout dans l'optique de passer un concours, mais j'ai dit, on fait de la musique ensemble et c'est génial. Et puis ça a déroulé jusqu'à la fin. Ça a déroulé très bien, premier prix du concours Carl Nielsen. Et alors, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans le jury des dizaines d'années plus tard? Je suis très 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 honoré qu'ils aient pensé à moi déjà, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. C'était une grande émotion. Quand on m'a proposé, c'était évident que j'allais faire ce qu'il fallait pour me libérer et pour être là. J'y tenais beaucoup, de par l'honneur qu'on me faisait de cette demande.
Je suis arrivé ici avec le cœur qui battait, vraiment. J'allais te demander ça, est-ce qu'on revit un peu le track ouais, complètement. Je suis arrivé ici et je me souviens, j'étais assez tendu il y a 10 jours, le fait de prendre l'avion, d'arriver sur place. Tu t'es dit que t'allais jouer ou c'est non, pas tension, du tout, c'est comme ça. On revit le truc. On revient et je suis arrivé du mauvais côté du bâtiment, donc il a fallu que je passe à travers les salles où et puis la première porte qui s'ouvre, c'est la salle où j'avais passé le concours et tout est revenu d'un coup. Ouais. C'est incroyable. On revit l'événement comme ça en quelques secondes. Et puis on rencontre tous ces gens incroyables qui font partie des membres du jury, qui sont des gens avec un grand prestige et une énorme réputation. Une organisation assez incroyable aussi, il faut le dire. Pour le... Ouais, super. C'est quand même assez... C'est un grand vraiment c'est un grand concours. C'est un grand concours, voilà, j'allais le dire. Dans tous les sens du terme. Que ce soit par le talent des participants, le talent du jury, la renommée et la qualité du jury. La qualité et la bienveillance du jury, je dois dire. Ça, c'était des orchestres qui accompagnent, c'est assez remarquable. Des orchestres qui accompagnent, tout le monde est très 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 dévoué au fait que ça se passe bien et de mettre les candidats dans une atmosphère agréable et super cordiale. Ça se ressent, même moi je suis ni candidat ni jury, mais cette atmosphère elle se ressent et c'est assez fou, assez passionnant. J'étais pas forcément surpris parce que c'est quelque chose auquel moi je tiens aussi et donc j'ai activement participé au fait de mettre tout le monde à l'aise et de créer une espèce de communauté bienveillante autour des candidats et pour que même entre eux aussi il n'y ait pas cet aspect compétitif, mais on est là pour se rencontrer, et pour partager, et pour écouter, pour découvrir d'autres horizons, d'autres façons de faire à droite, à gauche. La planète est grande pour qu'il y ait suffisamment de points de vue différents, et tous les à partir du moment où c'est honnête, tout le monde a sa place. Exactement. On s'approche de la fin de l'interview, mais on ne peut pas ne pas parler d'une étape extrêmement importante dans ta vie. Ça se passe en 2013, si j'ai bien révisé mes fiches. Ouais. Et là, il y a un concours à Amsterdam, dans un tout petit orchestre qui s'appelle le Concertgebouw. Voilà, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des meilleurs orchestres du monde, en tout cas les plus renommés. Ça, c'est moi qui le dis, mais je suis pas le seul. Et là, tu vois cette annonce de concours. Ouais. Et tu te dis, ça marche pas en France, ça marchait pas, comme tu viens de dire, les concours ne sont pas allés jusqu'au bout. Ouais. Tu tentes ce concours, et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce concours et ce qui se passe depuis 9 ans? Ouais, je passe ce concours, c'est pas que arrive l'annonce de concours et je me dis, tiens, je vais aller me présenter. Le chemin part d'un peu plus loin d'ailleurs, il revient c'est encore quelque chose qui découle de l'ARD. Romain Guyot à l'époque, après avoir été clarinette solo à l'Opéra de Paris et clarinette solo du Mahler Chamber Orchestra, et Romain m'appelle en disant je peux pas jouer telle ou telle série, est-ce que tu peux me remplacer, j'ai vu que tu as gagné l'ARD, vas-y. Voilà, super. Donc grâce à l'ARD, voilà, je rentre en contact Romain prend contact avec moi et puis il m'offre cette chance. Et puis donc j'avais passé pas mal de concours d'orchestre, mais j'avais pas beaucoup d'expérience à l'orchestre. Je n'étais pas forcément invité à venir remplacer ou autre. Et donc je découvre cet orchestre qui est un espèce d'orchestre de jeunes mais professionnel. Ouais, d'un niveau incroyable déjà. D'un niveau incroyable, avec Abado à la tête encore à l'époque. Pas mal aussi. Et puis Daniel Harding comme chef principal. Donc pour moi tout ça brille énormément. Plus le fait qu'on est en tournée permanente. Enfin, pour l'instant, il n'était pas question de ça, il était juste question de faire remplacer une série. Et puis Romain me dit aussi, on a besoin de 2 clarinettes en fait, donc si tu veux jouer avec quelqu'un, choisis.
Et puis comme on sortait de la RD, j'étais avec mon pote Florent Pugila qui était en finale avec moi, qui a eu aussi un magnifique 3e prix. J'ai dit j'appelle Florent et si ça la Dream Team là. Comme ça on fait voilà, incroyable. On n'oublie pas les copains, puis on y va ensemble et puis ça va être ça. Et puis on reproduit voilà On ne parlera que de musique, je ne poserai aucune question sur les afters de ces tournées-là. On en parlera en off après l'interview et avec Florent Pugila, mais... comme j'ai dit, ça ressemble à un orchestre de jeunes. C'est ça, mais c'est un orchestre de jeunes. Mais d'un niveau... Mais non, c'était incroyable, et donc je découvre ce que c'est de jouer à l'orchestre. Voilà, de cette façon-là, donc un orchestre de chambre, petite formation, mais tout le monde tellement engagé... voilà, les gens ont leur vie résumée dans leur valise, donc ils sont là dans le seul et unique but de tout donner pour la musique et pour le concert, pour l'expérience. Voilà, tout ça chapeauté avec Daniel, avec Abbado, et alors même si cette série c'était pas du tout avec Abbado bien sûr, mais de recevoir l'expérience des collègues qui sont autour de toi, et moi vraiment tout nu comme un nouveau-né, de débarquer là-dedans. De débarquer là-dedans, et puis c'était incroyable. Et alors en quoi ça découle le concert de Guébin pour toi ? De toi ? fil en aiguille, Romain s'en va de Mallard Chamber, la place est libre. J'ai dit ça m'intéresse, ils m'ont dit ouais super, on fait des auditions à côté, mais toi on te connaît donc il n'y a pas besoin d'audition. Donc c'est un peu un principe de... Bon bref, de fil en aiguille, pour faire un peu court, donc je finis par être titulaire à Mallard Chamber. Sur ce, je quitte la garde républicaine. Donc voilà, là je prends mon envol si on veut à l'orchestre. J'ai une vie incroyable de bohème pour le coup. Moi qui avais toujours besoin de stabilité et de sûreté dans ma vie, là j'étais tellement heureux, et puis il y avait tellement une saison complète que ça pouvait être comparé à quelque chose de très stable, bien sûr, mais voilà, même si c'était... dans les fêtes quand même, la vie de bohème, je profite énormément de ça, c'est incroyable. Moi qui n'avais pas fait les orchestres de jeunes à l'époque, par stupidité, voilà, j'ai rattrapé tout ce temps-là avec Mallard Chamber, et c'était des années incroyables dans ma vie. Et le concert de Guébin, revenons là-dessus. Ouais, je vais venir. C'est justement, j'y viens. Je crois le soir de ma titularisation, on joue au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Tout ça a duré longtemps, le procédé un peu spécial, mais bon, ça fera l'objet d'une deuxième interview. Exactement, c'est ce que je dis de toute façon. On a largement de quoi faire une deuxième interview. Je donne une fête pour tout l'orchestre. Je dis on est à Paris, c'est chez moi. Je donne une fête pour tout l'orchestre dans mon petit appartement. Et tout le monde est venu après le concert. C'était incroyable. Il y avait 80 personnes dans un appartement parisien. Dans un appartement parisien, voilà. Et à taille humaine, je tiens à préciser. Et il y avait des pizzas dans tous les sens. L'appartement était... voilà. Les gens qui écoutent là se demandent vraiment comment on va arriver au concert de Guébin avec des pizzas dans un appart, mais c'est un super teasing. Et là-dessus arrivent deux personnes un peu plus tard, donc, qui faisaient la série aussi. Deux charmantes demoiselles, et une fait un malaise en rentrant, et donc la deuxième dit salut, je la ramène à l'hôtel, voilà. Et en fait, sans savoir, j'avais rencontré ma femme. Celle qui a fait un malaise ou l'autre ? Celle qui a pris soin de sa copine. Et bon, voilà. On n'a pas le temps de faire connaissance à ce moment-là. Et puis on refait une série après, sans s'être rendu compte qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis là, évidemment, il se passe quelque chose, et il se trouve que c'est Dite, qui est hollandaise, et voilà, qui a tout emporté sur son passage, de moi. Donc voilà,
là-dessus, je décide de m'installer avec elle à Amsterdam, puisqu'elle fait partie d'un ensemble de cordes Amsterdam Sinfonietta, qui est basé à Amsterdam. Et puis moi, comme je suis libre comme l'air, il suffit juste d'un aéroport pas trop loin pour partir en tournée avec Mallard Chamber. Donc c'était logistiquement pratique comme ça et assez logique. Donc c'est comme ça que j'arrive à Amsterdam. Et arrivé à Amsterdam, à un moment, on est très vite tous les deux très sérieux. Je la demande en mariage assez rapidement. Elle accepte. Non sans quelques larmes. Et, de bonheur. Ouais, de plein de choses apparemment. Et donc, il y avait à l'époque une place de clarinette solo à Rotterdam. Rotterdam Philharmonique, et je connaissais l'autre clarinette solo qui est Julien Hervé, Bien sûr. Toujours que Julien on a fait nos études ensemble, on se connaissait un petit peu, et donc je dis à Julien, tu sais, j'ai rencontré cette fille incroyable, je m'installe aux Pays-Bas, il y a cette position, ça m'intéresse. Il me dit, ah ouais, ce serait magnifique et tout ça, bon bah l'audition ça va être enfin à ce moment-là, très bien. Je passe l'audition et puis j'ai le poste et ça se passe tout bien parce que j'ai rien à perdre. Je suis tellement heureux avec Mallard Chamber. Ça s'entend, c'est sûr. Que tu vois, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et c'était juste, je me dis, si je peux m'installer un peu plus aux Pays-Bas, tant mieux. Mais si pas, de toute façon, ma vie est tellement incroyable musicalement comme ça que voilà. Voilà, donc ça se passe bien. Donc cette année, je rentre à Rotterdam. Et je continue Mallard Chamber en parallèle. Et puis très vite arrive le concours à Concertgebouw. Et entre-temps, Dite, qui était une des académistes de l'orchestre au Concertgebouw, a joué à l'époque beaucoup avec l'orchestre. Donc je suis allé écouter les concerts. Et d'un orchestre, tu sais, qui est une légende. Exactement. Que tu n'as pas eu l'occasion, enfin que tu connais de réputation, d'enregistrement, mais rien de palpable. Voilà, ça devient quelque chose de réel parce que tu vas écouter les concerts et c'était magnifique, c'est sûr. Et en même temps, comme clarinettiste, on a toujours, enfin en tout cas moi j'ai toujours une oreille aiguisée sur le pupitre de clarinette de l'orchestre. Je me dis, ah c'est super, mais du coup cette légende est devenue réalité. Exactement. Quelque chose de très palpable, et je dis c'est super. Bon. En même temps, c'est horrible à dire, mais c'est la vérité, je me suis dit intérieurement, j'ai pas à rougir de ça. Bah, c'est très bien. Donc voilà, et puis il y a l'annonce du concours, et puis j'avais rien à perdre. Et tout à gagner, encore une fois. Ça va être la morale à chaque fois. À chaque fois, t'avais pas grand chose à perdre et ça marche. Ouais, et puis j'étais vraiment dans une confiance. Entre-temps, j'avais appris à jouer à l'orchestre avec Mallard Chamber. Bien sûr, Rotterdam aussi. J'avais là vraiment tout appris et vu beaucoup de répertoires. Je savais maintenant comment on pouvait aborder des traits d'orchestre, alors qu'avant, j'avais aucune idée. Et puis voilà, j'avais la confiance avec moi parce qu'à Mallard Chamber, tout le monde était très content. Et moi aussi, I was living the dream, comme on dit. Yes. Je vivais le rêve éveillé. Je venais de gagner le poste à Rotterdam. Voilà, j'étais dans une spirale de confiance. Et je suis arrivé sur la vague. Voilà, j'ai surfé sur la vague si on veut. J'ai préparé le concours comme jamais. Ça, je tiens à le dire absolument. Donc on vient de parler du CNSM, de la garde républicaine, de l'ARD, de Carl Nielsen, de Rotterdam. Et là, tu nous dis que tu l'as préparé comme jamais, donc ça doit être une sacrée préparation. Ouais. Je l'ai préparé comme jamais parce que c'est une occasion qui se présente une fois dans sa vie. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas ça. Il y avait eu quelques années auparavant déjà une audition ouverte pour le système français, parce qu'à l'époque, auparavant c'était fermé, il n'était pas question en système français de pouvoir se présenter aux orchestres aux Pays-Bas, mais bon, il y avait déjà eu une audition à laquelle j'avais envoyé un dossier, une candidature, et j'avais été invité, et finalement je ne me suis pas présenté, parce que voilà, c'était encore l'orchestre de légende dans ma tête, et c'était pas pour moi. C'était pas le bon moment. C'était pas pour... Ouais, c'était certainement pas le bon moment, c'est sûr, t'as raison. Et c'était vraiment pas pour moi, c'était vraiment pour des gens spéciaux, quoi.
Et voilà, donc entre-temps, le fait que je suis arrivé aux Pays-Bas, j'ai eu l'occasion d'écouter l'orchestre, c'est devenu quelque chose de palpable, de réel. Et puis voilà, puis il y avait cet élan. Et j'ai aimé le programme profondément, parce que c'était pas un programme, c'était un beau programme. C'était de la musique dans tous les sens, que de la musique. Il n'y avait pas de saloperie technique juste parce qu'il faut être très fort. Et s'il y avait des choses un peu techniques, c'était parce que derrière il y avait toujours un aspect musical, une phrase à tenir, à emmener à droite, à gauche. Donc là-dessus, je me suis éclaté comme un petit fou à préparer ce concours. Je l'ai aimé, vraiment aimé ce programme. Et je suis arrivé, et puis comme voilà, je me sentais bien, j'avais maintenant l'expérience de l'orchestre. Voilà, c'était parfait. Les planètes étaient alignées, tout était parfait. Exactement, les planètes étaient alignées, c'était le bon jour, le bon jury. Bon, le bon jury, il y a tellement de membres du jury dans l'orchestre que ça fait une moyenne. Mais voilà, et j'étais fébrile après le deuxième tour. Si j'étais invité, comme j'avais un poste équivalent, j'étais invité directement au deuxième tour. Et puis finalement ça passe. Et donc comme ça passe, après j'étais pas fébrile. Le dernier tour, je me suis senti à l'aise. À l'aise et encore une fois à 1000% engagé avec ce que moi j'avais à présenter, qui j'étais. Et puis c'était comme ça il n'y a pas eu d'essai de compromis, il faut être consensuel ou quoi. Non, c'était moi, et encore une fois, tout nu, si on passe l'expression, mais voilà, j'avais rien à cacher, c'était moi 100%. J'ai dit, si vous aimez, c'est bien, comme ça on aura un vrai match. C'est ça, si exactement. Ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais ça c'est moi. T'as pas menti, exactement, voilà. C'était et, naturel. Et voilà, et puis les résultats, on me donne le poste, il y avait 2 postes. Et encore une fois, c'était ce brin de modestie qui m'échappe. Il y avait 2 postes de clarinette solo en même temps et ils prennent que 1. C'est pas mal. Alors j'ai adoré le résultat et la manière. Ouais, c'est quand même la classe, hein, il faut pas... Je suis désolé pour ce... Mais il faut pas être désolé de... C'est très... On en a un peu parlé déjà, c'est très français d'être désolé de réussir. Voilà, c'est la classe et il faut le dire, hein, sans non plus vouloir flatter un mauvais escient. C'est au contraire, quand des gens réussissent, il faut les féliciter. Et on a tendance en tant que Français à beaucoup minimiser des réussites pour avoir des collègues autour de moi qui peuvent gagner des grands concours ou des choses genre non mais c'est rien mais machin. Non, bravo, c'est cool et pourvu que ça continue. On pourrait parler des heures... J'ai pleuré tellement. De bonheur aussi, comme ta femme pour le mariage. Ouais, de bonheur et pas que de bonheur, de soulagement. Soulagement aussi. De soulagement, parce qu'on se rend pas compte, mais toutes ces années, pas de l'arrivée au conservatoire, mais après Munich, où finalement on est dans le spotlight, où tout se passe bien d'un côté, mais en même temps, en parallèle, il y a cette recherche d'avoir un beau poste et que ça marche pas. Et c'est des années d'engagement à chaque fois, de se remettre au travail, de se remotiver pour une audition, pour faire sa place aussi dans la vie orchestrale. Ça va plus ou moins, mais ça n'aboutit jamais. On se rend pas compte, mais la tension ne fait que s'accumuler en fait. S'accumule. Bien sûr, et on n'arrive pas à vider, à se débarrasser de ça tant qu'il n'y a pas un moment où ça explose. Donc maintenant tout le monde retient la fin heureuse et les prix certainement prestigieux. Voilà, je tiens à je mets un point d'honneur à chaque fois à rappeler que le chemin ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. Je comprends très bien. C'est important, je crois que c'est important de transmettre ça. Ça va m'amener à ma dernière question justement, parce qu'on a énormément dépassé le timing normal, mais c'est passionnant, et si ça l'avait pas été, on aurait largement coupé, c'est normal. Mais je tiens à poser une question à tous les gens que je rencontre, parce que je suis sûr que la réponse va être à la hauteur de tout ce que je viens d'entendre depuis plus d'1 heure, et ça va dans le sens de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu conseillerais ? On n'a pas le temps de parler, t'es prof à La Haye maintenant depuis 1 an, 2 ans, on aurait encore
plein de choses à parler pendant au moins 1 heure de plus, et ça sera sûrement l'occasion d'une prochaine rencontre. Mais justement, de ton expérience d'enseignant et de ton expérience de musicien assez incroyable et très diverse, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui envisagent d'en faire leur métier, qui sont en train de vivre tout ce que toi tu as vécu avec le recul que tu as? Qu'est-ce que tu leur dirais maintenant? Et on pourrait prendre par exemple, des fois je demande les très jeunes qui veulent en faire métier, mais toi peut-être aujourd'hui c'est particulier. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces candidats du concours Nielsen ou d'autres concours, qu'ils gagnent, qu'ils aient un premier prix, ou tous les autres qui n'en aient pas? Qu'est-ce qu'on leur dit à tous ces jeunes clarinettistes et ces jeunes musiciens? Il n'y a pas que la clarinette. Je leur dis, c'est la vie la plus incroyable que vous puissiez rêver. J'en suis ému. Bah, c'est vrai. Vraiment ça. On peut rester là-dessus. Hein. Franchement, c'est le meilleur conseil du monde. Hein. C'est vraiment le meilleur conseil possible. C'est la vie. Je vais y arriver. On a le temps, t'inquiète. On a parlé beaucoup de concours et d'auditions, et c'est vrai que la vie de musicien, c'est assez pyramidal. C'est très pyramidal. C'est élitiste dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se présentent, il y a très peu d'élus. Je pense qu'il faut faire très attention. Il y a malgré tout, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire dans le sens où vous êtes engagé à 1000%. Sinon ça ne marchera pas. De toute façon, c'est une vie trop difficile pour ne pas être passionné. Si vous êtes engagé à 1000%, vous aimez ça. Si vous êtes fidèle à vous-même, voilà, vous êtes vous-même. Vous n'avez pas peur d'être juste vous-même. Soyez vous-même. Sans vouloir prendre à droite, à gauche. Ah, j'aime bien ci, j'aime bien ça, j'aimerais bien ressembler à un tel, donc je fais un peu comme ça. Non, soyez vous-même. Comme vous avez votre propre voix, on n'a pas choisi. C'est ma voix, je l'utilise pour parler plus ou moins bien, mais voilà, j'ai pas. Mais c'est avec ça que je m'exprime, bien sûr. C'est avec ça que je m'exprime, et avec l'instrument, ça doit être pareil. C'est une façon de s'exprimer. Il n'y a pas besoin de tirer des coudes pour détrôner les gens qui sont en place, parce qu'il y a la place pour tout le monde. Il n'y a pas une place ou un quota de places prédéfini parmi lesquels il faut être si vous voulez réussir. Non, il y a de la place pour tout le monde. La seule façon d'y arriver, c'est d'être 100% honnête avec vous-même. Parce que voilà, on a tous le droit d'exprimer ce qu'on ressent, on a tous des émotions, et c'est ça qui rend les choses intéressantes, c'est ça qui rend possible les échanges, et tout le monde a le droit d'être entendu à partir du moment où, voilà, ça vient du cœur. Donc voilà. Merci beaucoup Olivier, c'est un excellentissime conseil. Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à des questions, d'avoir présenté une petite partie de ta vie, hein, forcément, on n'est pas Désolé là pour mais ce débordement. C'est avec grand plaisir. De temps moi, en et tout cas, d'émotion. je serais ravi de déborder encore 1 heure de plus. On aura l'occasion sûrement d'autres moments. Merci encore, et puis à très bientôt. Merci.